Bonjour et bienvenue à cette conférence virtuelle qui s'inscrit dans le cadre des mini-conférences des jeunes chercheurs du Centre de recherche en droit public. Mon nom est Lady Rivazanon et je coordonne ce cycle de conférences avec ma collègue Eve Gaumont qui vous présentera tantôt le thème de la conférence du jour. Aujourd'hui, dans le cadre de ce cycle de conférences, nous accueillons une conférencière qui a nom Madame Christine Lemaire, que je vous présenterai. Madame Lemaire est doctorante, est candidate au doctorat en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal sous la direction de la professeure Violaine Lemay. Ses travaux de recherche portent notamment sur le rapport au temps dans la modernité tardive. Dans le cadre de cette recherche doctorale, elle se propose d'étudier les liens entre le temps postmoderne, ethos professionnel et pensée managériale, ainsi que leurs conséquences sur les modes de vie et leur rapport au temps des avocats et avocates exerçant dans les cabinets privés du Québec, une catégorie professionnelle particulièrement sollicitée par les exigences temporelles. Elle utilise notamment une perspective interdisciplinaire pour enrichir les analyses à la fois sociologiques sur la problématique du temps générateur de souffrance, en adoptant également une approche historique, managériale et décroissante. Il faut dire que Madame Christine Lemaire est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en histoire à l'Université de Montréal, ainsi que d'un baccalauréat en administration des affaires obtenu à HEC Montréal. Durant sa carrière, elle a notamment travaillé dans le milieu du marketing et a également produit 2 ouvrages dont les titres sont assez évocateurs. Le premier ouvrage est intitulé « À contre-temps, gérer moins, vivre mieux », paru aux éditions FID en 2011. Et le second ouvrage est intitulé La surchauffe de nos agendas, vivre le temps autrement, paru aux éditions FID également en 2013. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à ma collègue Eve Gaumont afin qu'elle puisse vous présenter le thème de la conférence de Madame Lemaire. Bonne écoute à vous et merci. La conférence qu'on s'apprête à vous présenter est à mon sens passionnante, puis très fertile en termes de questions, de réflexion, de remise en question. Dans cette capsule, Christine Lemaire nous parle de l'accélération du temps dans la profession juridique. C'est interrogé à savoir, dans le cadre de son doctorat, pourquoi les avocats et les avocates, qu'on pourrait considérer comme des personnes libres et autonomes dans la gestion de leur temps, viennent à se sentir oppressés par le temps. Elle présente le résultat de 23 entrevues qu'elle a réalisées, puis nous propose de zoomer un petit peu plus particulièrement sur l'un des facteurs de cette oppression, qui est l'accélération du temps, autrement dit le fait que ce qui pouvait prendre 1 mois, il y a environ 30 ans, aujourd'hui doit prendre 2 jours. Je vous laisse à ses bons soins pour nous expliquer tout ça plus en détail, mais j'espère que vous allez être aussi interpellés par le contenu de la conférence que nous on l'a été, puis je vous souhaite un excellent visionnement. Bonjour, mon nom est Christine Lemaire, je suis étudiante en sciences humaines appliquées. Ma thèse porte sur le rapport au temps des avocats et avocates en pratique privée du droit. C'est Violaine Lemay qui me dirige, mais je veux tout à fait vous dire que je ne suis pas juriste. Mon expérience est en sciences humaines et en sciences sociales. Mon questionnement était le suivant. Qu'est-ce qui pousse des personnes que l'on pourrait penser libres et autonomes par rapport à leur temps à s'y emprisonner à un point tel qu'elles en souffrent et qu'elles ne voient même pas comment elles pourraient vivre autrement? Et comment cela s'est-il produit? Pour faire ma thèse, j'ai choisi une méthodologie qualitative. Et pour trouver les personnes qui sont en principe autonomes par rapport à leur temps, j'ai donc choisi des avocats et des avocates
puisque les avocats et avocates ont jamais vraiment un contrôle extérieur de leur temps. J'en ai interviewé 23, 12 hommes et 11 femmes. Le deuxième pan, c'est-à-dire comment cela s'est-il produit, m'a amené à identifier 3 grands mouvements sociaux qui ont une influence sur le rapport au temps, soit le néolibéralisme, le mouvement des femmes et l'accélération. Et ma conférence porte surtout sur l'accélération. Je vais demander tout de suite à un de mes informateurs, Charles, qui est un avocat d'une 30aine d'années d'expérience dans un grand bureau, à qui j'ai demandé quel était le plus grand changement depuis le début de sa carrière. Et Charles m'a répondu, « C'est le rythme. La pratique a toujours été exigeante, mais le temps qui est accordé à la réflexion, lui, il s'est beaucoup raccourci. La technologie a fait en sorte que l'on est vraiment dans l'immédiat tout le temps. On est dans la rapidité tout le temps. C'est vrai des instruments de communication, c'est vrai des attentes des clients. » Il poursuit, « Ce pourquoi on avait le droit de prendre 1 mois il y a 30 ans peut prendre 2 jours aujourd'hui. » Et il conclut, « Ça exige une capacité de livraison qui est plus élevée et ça exige une certaine versatilité parce que le temps de familiarisation avec les enjeux est plus restreint. » Charles commence par nous dire que le temps s'est raccourci. En fait, il nous dit que ce qui prenait 1 mois auparavant prend 2 jours aujourd'hui. Il nous explique aussi que ça a un impact sur le temps de réflexion. Il dit que ce temps de réflexion-là est lui aussi raccourci. Or, je pense pas que ce soit le cas. Pour illustrer l'explication que Charles vient de nous fournir, prenons l'exemple d'Émilie, une avocate dans la trentaine qui travaille dans un cabinet de taille moyenne. Émilie a reçu hier un téléphone de sa cliente. Il était 17 heures. Sa cliente était dans un état extrêmement énervé. Elle venait d'avoir une altercation avec un de ses actionnaires. Et elle demande à Émilie de revoir le contrat d'actionnariat et elle se demande si elle pourrait acheter les parts de cet actionnaire-là. Comme elle était très énervée, Émilie lui a promis une opinion juridique pour le lendemain, c'est-à-dire pour aujourd'hui. Pour rendre cette opinion, elle avait besoin des documents. Alors, les documents lui ont été transmis en PDF sur son cellulaire alors qu'elle était dans sa voiture à aller chercher sa fille à la garderie. Il y a une 30aine d'années, la rédaction d'une opinion juridique nécessitait encore souvent que l'on transmette les documents par courrier. Même chose pour l'envoi du document final. Ainsi, à partir de la demande par téléphone d'un client, le point A, jusqu'à l'envoi au client du document final, le point B, il pouvait s'écouler plusieurs jours. Plusieurs informateurs et informatrices plus âgés m'ont expliqué que le temps de transmission leur permettait de gagner du temps de réflexion. Le processus intellectuel s'enclenchait dès la demande et on allait même jusqu'à accuser la poste de lenteur alors que l'opinion se trouvait encore sur le bureau de la secrétaire. Ensuite, le fax est venu raccourcir ces transmissions à quelques minutes ou quelques heures quand le document de 50 pages bloquait en plein milieu de l'envoi. Aujourd'hui, recevoir des documents en PDF puis transmettre une opinion sont des actions à ce point instantanées qu'elles ne sont même plus tenues en compte dans le processus. Notons au passage que le temps de transmission aurait permis, il y a 30 ans, de désamorcer l'urgence, parce que le temps que ça aurait pris pour acheminer les documents par la poste, la cliente aurait eu le temps de un peu penser à son affaire et la poussière aurait plus facilement retombé. Parce qu'on s'entend, ce n'était pas une réelle urgence, c'était un sentiment d'urgence. Émilie se propose donc d'écrire son opinion dans l'heure qui vient. C'est ce que Charles a appelé le temps de réflexion, mais ce qui est aussi le temps d'un travail professionnel ou un temps du travail intellectuel. Et ce temps-là est fait par exactement la même humaine que les humains il y a 30 ans. Alors, je vois pas pourquoi le temps
de réflexion, le temps de chercher de l'information et le temps de rédaction serait plus raccourci que le temps d'il y a 30 ans. Et ce n'est effectivement pas le cas. Notons que la tâche, qui est la rédaction de l'opinion, on va appeler ça le temps effectif parce que ça va prendre à Émilie 1 heure pour rédiger son opinion. Donc, cette heure-là, en principe, c'est ce qui est le temps facturable. Mais cette tâche-là, elle a commencé bien avant que Émilie s'assoie à son ordinateur. Elle a, en fait, commencé dès sa conversation la veille avec sa cliente. Et c'est là que s'est amorcé le temps de réflexion et c'est là que toute l'idéation de rédiger cette opinion-là s'est mise en branle. On parle ici des temps concrets ou ce qu'on appelle aussi les temps naturels. Ce sont des temps qui sont pas inscrits dans le temps de l'horloge. C'est les temps qui sont ajustés à la tâche. Donc, je me suis mise à dire des temps parce que chaque tâche porte son propre temps. En fait, mes entrevues avec les avocats et les avocates m'amènent à penser qu'Émilie ne mettra pas moins de temps concret à rédiger son opinion. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce que c'est plus vite que la tâche rétrécit. En fait, le processus de réflexion d'Émilie ne fera que s'inscrire dans moins de temps. Et qu'est-ce qui empêche que les tâches prennent moins de temps? Eh bien, c'est l'éthos professionnel. L'éthos professionnel, c'est celui qui est écrit dans votre code de déontologie. C'est celui qui est transmis à tous les étudiants et les étudiantes de la faculté de droit dès leur arrivée ici. C'est celui aussi qu'on se transmet entre collègues, entre consoeurs, entre confrères, de mentors à plus jeunes. Alors, cet éthos-là, ce qui est particulier, c'est que de son point de vue, le temps n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important pour l'éthos, c'est de mesurer la tâche en termes de sentiments, en termes d'émotions. Pour vous le montrer, je vais vous parler de William. William, c'est un jeune avocat qui, pour me parler de l'éthos professionnel, m'a donné l'exemple d'une séance de fermeture de contrat. Il va dire ce qui suit. Premièrement, le client ne sait pas toujours ce qu'on a à faire. Donc, c'est un dossier où est-ce que moi, j'ai le sentiment que j'ai fait toutes les vérifications que je pouvais faire. Il poursuit. La journée où on signe le contrat final, j'ai le sentiment du devoir accompli. Juridiquement, j'ai l'impression que j'ai bien défendu les droits de mon client. Moi, comme professionnel qui suis assis à la table de négociation, je suis en sécurité parce que je sais qu'il a signé quelque chose qui ne le mettra pas dans le pétrin. Alors, quel genre de mesures on peut voir dans cette citation-là? Le sentiment du devoir accompli, le sentiment d'être en sécurité, le sentiment, l'émotion que procure l'idée d'avoir bien défendu les droits de son client. C'est ça que l'éthos demande. Elle demande d'avoir des sentiments et pas que ça soit contenu dans un temps spécifique. Dans un tout autre domaine, Isabelle, une autre jeune avocate, va nous expliquer que dans le cas d'une préparation de dossier, tourner les coins ronds n'est pas une option. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qui va arriver. Considérons maintenant le cas du litige. J'ai posé la même question à Sylvie qu'à Charles. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Je pense que la base est la même. Parce que tu veux un haut niveau d'éthique. Tu veux une relation forte avec ton client. Et l'éthique fait en sorte que tu te prépares convenablement. Alors, je ne vois pas de différence. Elle ajoute, concernant le nouveau code de procédure civile, il est certain que ça va diminuer la procédurite, mais pas le temps de préparation d'un dossier.
Pour la préparation d'un dossier, on va rester avec l'éthique. Disons plutôt que le nouveau code de procédure civile n'améliore pas les choses. En fait, je dirais plutôt qu'il nourrit l'accélération. Pour vous le prouver, je vais aller vers Jacques, qui est un avocat qui est arrivé au sommet de sa carrière et qui gère donc des gros dossiers très importants en termes financiers comme en termes humains. Alors Jacques, il m'explique ce qui suit. Maintenant, dans les 45 jours, il faut que tu mettes dans le protocole tes moyens de défense et il faut que ça rentre dans la case. Moi, il y a des dossiers où je fais des défenses qui ont 350 paragraphes et il faut que je mette 10 paragraphes. Alors tu te dis, OK, mais si je mets juste 10 paragraphes, peut-être que je vais engager ma responsabilité professionnelle parce que je n'ai pas besoin de 10 paragraphes pour m'exprimer, il faut que j'en mette 75. Il en conclut, dans une défense écrite, tu as un cheminement intellectuel. Tu veux amener le lecteur à la destination où tu veux qu'il atterrisse. C'est tout un art qui est carrément aboli. Vous connaissez les propos de Blaise Pascal qui écrivait « Je vous écris une lettre longue parce que je n'ai pas le temps de vous en écrire une courte ». Cette citation va à l'encontre du sens commun, où on a tendance à se dire que si c'est rapide, c'est court, et ce qui est court est rapide. Or, ce n'est pas le cas, surtout dans le temps concret, parce que faire une opinion courte, c'est plus long que faire une opinion longue. Écoutons maintenant Maxime, un jeune avocat qui souhaite que le système de justice devienne plus efficace et plus accessible. Maxime m'a confié que pour chaque heure de préparation d'un dossier qu'il va facturer, il en met 4, en fait. Écoutons-le. À un moment donné, il y a la facturation raisonnable. Mais que voulez-vous? Je veux tellement être préparé, tellement tout maîtriser, que je vais mettre énormément de temps. Il ajoute ensuite, « Tu veux te prouver à toi-même que tu es capable. Tu veux prouver au juge que tu es bon. Tu veux prouver à l'autre avocat que tu avais raison depuis le début dans le dossier. » Là, on embarque dans une espèce de sentiment où tu veux tout faire pour anticiper. Nous revenons donc au temps concret, des temps qui se mesurent par des émotions. Ici, c'est le sentiment de reconnaissance et le sentiment de sécurité. Ces deux sentiments qui sont très présents chez les avocats et les avocates. Maxime s'interroge enfin. Est-ce qu'un jour je serai capable de faire autant de préparations à prix abordable? Je vais gagner en efficacité et tout ça, mais je ne pense pas. Je pense que je vais toujours avoir ce désir-là, d'aller vraiment évaluer toutes les possibilités anticipées, toutes, avant d'aller plaider mon dossier. Ainsi, l'air de rien, les avocats et les avocates que j'ai interviewés m'ont dit d'une même voix, et toute génération confondue, que le temps de réflexion est un temps incompressible. Le temps du travail intellectuel ne se mesure pas en heures, même quand, comme Maxime, on veut être efficace. On se retrouve donc devant une incongruité, si ce n'est la quadrature du cercle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre 2 jours alors que, il y a 30 ans, la même tâche nous prenait 1 mois? Étonnamment, ce qui m'a mis sur la piste, ce sont mes entrevues. Les personnes très gentilles que j'ai interviewées me cherchaient toujours à me rassurer quand j'essayais de hâter l'entrevue pour leur prendre le moins de temps possible. Elles me disaient toujours très réconfortantes, « Ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper ce soir. » Et de là est venue ma compréhension du temps clandestin. Je vous explique. En fait, ce qui ne réussit pas à entrer dans le temps apparent de l'horloge ne disparaît pas. Il va ailleurs, grugeant les autres temporalités et la plupart du temps, le sommeil. Cela se vérifie surtout du côté de celles et ceux qui ont des responsabilités familiales qui, elles aussi, sont sujettes à d'autres pressions, soit celles de la performativité parentale. Et de ce côté, ce que l'on constate, c'est que le temps de la famille est déjà très comprimé et il ne souffre pas de l'être davantage, ce qui fait que
le temps clandestin se retrouve après que les tâches de la journée qui sont allouées à la famille soient faites et que les enfants soient couchés. En fait, ce qu'il faudrait se dire, c'est que ce qui a la réputation de nous faire sauver du temps ne nous en fait pas sauver tant que ça. Je voudrais examiner avec vous deux vérités. La première, ce serait que les technologies de l'information nous ont fait sauver beaucoup de temps. En fait, oui, mais ça serait sans compter toutes les heures de formation que l'on doit subir pour être à la page et comprendre les nouveaux logiciels et les nouvelles mises à jour. Ce serait aussi sans comprendre le fait que pour les jeunes, avoir un site web qui a un aspect moderne est très important et souvent les jeunes les bâtissent eux-mêmes. Ce serait aussi sans compter les nombreux textos et les courriels à écrire qui sont certainement plus rapides que des lettres, mais qui sont tellement plus nombreux. Ce serait aussi sans compter le fait que aujourd'hui les adjointes sont beaucoup moins disponibles et que de toute façon les jeunes préfèrent ne pas y recourir au nom de l'autonomie. Mais il faut dire que les adjointes avaient un autre rôle que celui de dactylographier les opinions juridiques. C'était aussi de servir de rempart et de filtre entre les clients et les avocats et les avocates. Ce serait aussi sans compter le fait que la jurisprudence d'aujourd'hui est presque rapportée à 100% et même malgré les moteurs de recherche, elle devient quand même difficile à gérer. Et je vous rappellerai que de se retrouver en audience avec une décision qui est remise au juge que l'on n'avait pas vue est encore aussi terrifiant que ça l'a toujours été. La deuxième vérité, c'est que la délégation nous ferait aussi sauver beaucoup de temps. Or, la délégation, selon moi, ne fait pas sauver tant de temps que ça non plus. Ce qu'elle fait, par exemple, c'est qu'elle rend le temps beaucoup plus dense puisque plusieurs activités peuvent se faire exactement dans le même temps. Mais pour vous montrer, je vais reprendre l'exemple d'Émilie, notre fameuse Émilie, qui est en train d'écrire son opinion juridique. Donc, dans l'heure qui vient, Émilie accomplit la dernière étape de sa tâche, soit rédiger son opinion juridique. Pourtant, dans cette même heure de temps apparent ou facturable, Émilie a bien d'autres responsabilités, dont celle de la stagiaire à qui elle a confié une recherche et qui hésite sur ce qu'elle doit chercher, celle de l'adjointe qui est en train de coordonner et de planifier une audience à Rimouski la veille d'une autre audience à Gatineau, la personne de ménage qui, chez elle, est en train de laver ses nouvelles serviettes bleu roi à l'eau de Javel, tandis que le responsable de sa piscine est en train de s'apercevoir que le filtreur est détraqué et qu'il faudra bien le réparer. Et enfin, celle de l'éducatrice de garderie aux prises avec sa fillette qui aime bien mordre ses petits amis. En fait, dans la mesure où l'une de ces tâches, ou toutes ces tâches-là, mènent à un problème, c'est évident que ce problème-là va revenir à Émilie, qui en a la responsabilité. Alors, on peut voir ça de deux façons différentes. On peut voir ça de la manière jovialiste, qui est celle des gourous de la gestion du temps, qui vont nous dire que le temps est démultiplié, donc le pouvoir d'Émilie est extraordinairement amplifié. Mais aussi, on peut aussi le voir comme le fait que ce temps démultiplié devient très lourd à gérer en une seule heure ou dans la semaine qui va suivre toutes ces actions. Et ça fait appel au concept de la charge mentale. En fait, imaginons qu'en plus de rédiger son opinion aussi rapidement que possible, Émilie soit en train de réfléchir et de travailler à un mémoire en cours d'appel qu'elle devra présenter la semaine prochaine. Et là, je fais appel à ce que tout le monde connaît ici, à savoir le travail intellectuel. C'est un temps qui habite, qui va certainement habiter Émilie pendant qu'elle va prendre sa douche, pendant qu'elle va donner le bain à sa fille ou pendant qu'elle va être dans sa voiture. Ce temps-là, il est incommensurable, il est impossible à mesurer en heures.
En fait, en écoutant les personnes que j'ai interviewées me raconter leur vie et leurs pratiques, j'en suis venue à 3 conclusions. Le temps concret de la tâche ne disparaît pas. Le temps ne se raccourcit pas. Il se densifie. Il se désagrège en une quantité de petites actions morcelées dont on ne tient même plus compte, comme si elles devenaient transparentes. Il entre dans la clandestinité, s'installe le plus souvent en dehors des heures ouvrables et du temps de la famille. Il se fait la nuit ou au petit matin ou en douce le week-end pendant que la famille se détend devant la télé. Je dirais que le temps clandestin, c'est le lieu de résistance de l'éthos. C'est l'éthos qui résiste au temps marchandisable, au temps facturable, à la pression de toujours produire plus. L'éthos, lui, il veut prendre son temps, il veut faire bien faire. J'ai pas choisi cette expression à la légère. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre en clandestinité? Premièrement, on est conscient que vivre un temps en clandestinité, c'est jamais facile. Ça annonce un mode de vie difficile, inconfortable et usant. Les avocats et les avocates que j'ai interviewés en sont tous et toutes très conscients. Ils sont passionnés par ce qu'ils font, mais ils sont conscients que c'est usant et les plus vieux m'ont dit à quel point cela les avait usés. Alors, qu'est-ce qui fait? Pourquoi ils y restent en clandestinité? En fait, c'est parce qu'ils ont le sentiment, la conviction qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Les enjeux sont trop importants, les risques sont trop élevés pour s'en passer. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on sort de la clandestinité? Ben, ça prend une crise. Et la crise, elle vient soit de l'extérieur, un deuil, un problème avec un enfant, la maladie, et elle vient aussi de l'intérieur avec effectivement la maladie physique et les maladies psychologiques. Et c'est quand il y a crise, c'est-à-dire quand il y a un autre non-choix, que là, la personne se met à bouger. Mais là, c'est une autre histoire. Merci.